Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité comme chaque soir à 18h30. Nous nous retrouverons pour la première édition d'information de la soirée sur le Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Discussion riche et fructueuse à Lisbonne entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain. C'était hier dans la capitale portugaise. Ouverture à Alger de la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Le Maroc y est représenté par une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Abdelwafil Ftit. Les archives du Maroc s'enrichissent d'un fonds de documents numériques sur l'histoire du judaïsme marocain couvrant la période 1862-1940. Une cérémonie organisée au siège Archives du Maroc en présence du conseiller de Sa Majesté le Roi, André Azoulay. Discussion riche et fructueuse entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. C'était hier à Lisbonne lors de la rencontre avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, Horst Köhler. Outre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, la délégation marocaine comprenait également le représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies et les présidents des régions Laayoune, Saqiya al-Hamra et de la région Dakhla Oued Dahab. Mohamed Rida Al-Abidi, Mohamed Aïtlishkar. Une rencontre bilatérale à Lisbonne entre la délégation marocaine conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain. Une rencontre bilatérale à l'invitation de M. Horst Köhler. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a d'emblée tenu à bien définir le cadre des discussions de Lisbonne. Il s'agit d'une rencontre bilatérale. Il ne s'agit ni d'un processus de négociation, ni d'une négociation, mais d'un contact pour discuter de l'évolution du dossier du Sahara marocain. Pour cette rencontre, la délégation marocaine est venue d'ailleurs avec le référentiel contenu dans le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du 6 novembre dernier. Discours dans lequel le souverain avait défini les 4 paramètres pour la poursuite du processus. Tout d'abord, la solution doit être dans le cadre de la souveraineté du royaume, de son intégrité territoriale et de son unité nationale. Deuxièmement, le processus devrait inclure toutes les parties prenantes à ce différend, les véritables parties qui ont été à l'origine de ce différend régional. Troisièmement, le processus doit être sous le parapluie exclusif des Nations Unies, sans aucune intervention d'aucune autre organisation régionale ou internationale. Et quatrièmement, le processus doit porter essentiellement sur les questions politiques, loin de toutes les questions périphériques qui sont souvent intégrées dans les discussions pour dévier le processus de ses objectifs principaux. Les débats de Lisbonne ont permis à la délégation marocaine de rappeler la genèse du différend régional, ainsi que les considérations politiques, juridiques, géostratégiques qui ont présidé à sa naissance durant les années 70. L'occasion également pour les membres concernés au sein de la délégation marocaine de présenter les efforts que ne cesse de déployer le Royaume du Maroc pour la mise en œuvre du modèle de développement régional et des structures de la régionalisation avancée. Des discussions sans doute riches et fructueuses. Globalement, les discussions se sont déroulées dans une atmosphère de sérénité. Les débats ont été riches, fructueux, et l'atmosphère a été celle d'une disque de sérieux et de respect mutuel. Les débats ont également offert l'occasion à la délégation marocaine de présenter les détails de l'initiative marocaine d'autonomie, du contexte de son élaboration, de son contenu très riche et de ses bases juridiques
très solide. Les travaux de la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur se sont ouverts ce mercredi dans la capitale algérienne. Cette session à laquelle le Maroc est représenté par une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Abdelwafil Ftit, a été notamment marquée par la présentation d'un rapport sur les activités du secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Mohamed Aïtlch. Pour le Royaume du Maroc, cette réunion du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur offre l'occasion d'évaluer l'efficience des différentes politiques sécuritaires nationales et de leur degré d'adaptation aux évolutions qu'ont connues les moyens auxquels ont recours les organisations terroristes et criminelles. Le Conseil des ministres arabes de l'Intérieur constitue de ce fait l'espace adéquat pour unifier les efforts et concrétiser les stratégies communes de lutte contre le fléau du terrorisme, tant que l'espace territorial des pays arabes, d'est en ouest, demeure le plus ciblé au plan mondial par les répercussions du phénomène du terrorisme. Le ministre de l'Intérieur a expliqué dans son allocution que le monde arabe vit un tournant dans sa lutte contre le terrorisme, d'autant plus qu'il existe de réels domaines de coopération qui ont prouvé leur efficacité et qui ont abouti à des résultats concrets en la matière. Mais en même temps, a fait remarquer le ministre, il existe des zones qui constituent toujours des espaces de refuge pour les éléments terroristes et des bases arrières qui menacent la sécurité régionale. La région du Sahel constitue l'une des zones d'exportation du danger terroriste, avec l'existence des plus dangereuses organisations affiliées à Daesh, à savoir l'organisation de l'État islamique dans le Grand Sahara. Une organisation terroriste qui œuvre à nouer des alliances avec d'autres groupes affiliés à Al-Qaïda tels la Jama'a Nusrat al-Islam et des musulmans très actifs dans la province de l'Azawad. Le Maroc fait face, a encore expliqué le ministre, à un danger permanent et continu tant que des organisations terroristes s'efforcent par tous les moyens à porter atteinte à la sécurité de notre pays et tant que le discours extrémiste trouve écho et se recoupe avec les idées obscurantistes de certains extrémistes. Et ce qui amplifie davantage le défi, c'est le retour à la mère patrie d'éléments affiliés aux organisations terroristes, des éléments qui ont reçu des expériences militaires de terrain et qui disposent de passeports falsifiés et de facilités accordées par des réseaux de la migration illégale. Pour faire face à ces dangers, le Royaume du Maroc a adopté une stratégie globale multidimensionnelle, alliant les dimensions juridiques pour contenir les comportements terroristes, la dimension sociale pour améliorer la situation des citoyens, notamment des catégories précaires et nécessiteuses, et enfin la dimension religieuse à travers l'organisation des espaces d'adoration de Dieu et la formation des acteurs de la prédication. Le Maroc a acquis une importante expérience en la matière, notamment pour l'encadrement du champ religieux, expérience qui bénéficie aujourd'hui à de nombreux pays arabes, africains et européens, notamment pour ce qui est de la formation des imams, mourchidines et mourchidates. Enfin, le ministre de l'Intérieur a souligné que l'action sérieuse et efficace des services de sécurité marocains a toujours fait l'objet d'une large reconnaissance au plan international grâce au rôle déterminant de ces services de sécurité marocains dans l'avortement de plusieurs opérations terroristes qui visaient certains pays amis. L'allocution du ministre de l'Intérieur a porté également sur les efforts du Maroc en matière de lutte contre l'immigration illégale, le trafic de drogue, la criminalité transcontinentale. Le Maroc qui œuvre à la promotion des droits des migrants. Sa Majesté le roi Mohammed VI étant porteur d'une nouvelle vision africaine commune sur la migration en sa qualité de leader de l'Union africaine sur la question justement de la migration. Et en marge de cette 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, Abdelwafil Ftit, a tenu ce mercredi à Alger une séance de travail avec son homologue somalien, Mohamed Aboubakr Eslo. Cette réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays frères et les perspectives de les consolider davantage, notamment dans le domaine sécuritaire. Le ministre somalien a exprimé la volonté de son pays de bénéficier de l'expérience du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme et
l'intégrisme, tout en insistant sur l'échange de visites et l'intensification de la coopération dans le domaine de la sécurité intérieure. À Genève, le Maroc dénonce la dérobade de l'Algérie de sa responsabilité internationale à l'égard des populations des camps de Tindouf et le peu de cas qu'elle accorde à leur drame humanitaire. C'est ce qu'a déclaré le chargé d'affaires du Royaume à Genève, Hassan Boukili, lors de la 71e session du comité permanent du Haut-Commissariat aux réfugiés, tenu donc du 6 au 8 de ce mois à Genève. On va en Syrie à présent. Ghouta orientale, le régime syrien envoie des renforts et accroît la pression sur l'enclave. Après 2 semaines de bombardements intensifs, le pouvoir syrien intensifie ses opérations au sol et contrôle désormais 40% du territoire. Les forces de Bachar el-Assad progressent actuellement vers la grande ville de Douma et les localités de l'ouest de l'enclave. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a accusé le régime de planifier l'apocalypse. Depuis le 18 février, le bilan des bombardements est de 810 civils tués, dont 179 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le Sri Lanka proclame l'état d'urgence après des émeutes dirigées contre la minorité musulmane. Des violences qui ont causé la mort de 2 personnes et la destruction d'une centaine d'habitations et commerces dans la région de Kandy, au centre du pays. Le Premier ministre sri-lankais a déclaré qu'une enquête a été ouverte sur les failles dans l'action de la police qui ont permis à des émeutiers d'incendier des mosquées, des maisons et des commerces appartenant aux musulmans. Le Sri Lanka connaît une montée de l'extrémisme bouddhiste attisé par des moines radicaux. On passe à la météo à présent et c'est chez nous de la pluie également, des pluies localement fortes. Intéressons donc plusieurs provinces du royaume jusqu'à demain jeudi 9h du matin. Il s'agit des provinces de Larache, Ouazzane, Chefchaouen, Taounet, El-Hossima, Tanger, Fars Anjara, Fnedq, Mdiaq, Tétouan, Sidi Qassam et Kénitra. Les archives du Maroc s'enrichissent d'un fonds de documents numériques sur le judaïsme marocain couvrant la période de 1862 à 1940. Ce fonds d'archives a été remis par l'Alliance israélite universelle aux archives du Maroc lors d'une cérémonie organisée à Rabat en présence du conseiller de Sa Majesté le roi André Azoulay, Abdullah Al-Shgar et Nisrine Aouzdar. Archives du Maroc s'enrichit. Un fonds de documents inédits sur l'histoire de la communauté juive au Maroc lui a été remis par l'Alliance israélite universelle. Ces copies numériques comprennent 1100 dossiers. Ces derniers couvrent la période 1862-1940 et portent sur plusieurs volets. L'Alliance israélite universelle a créé sa première école au Maroc en 1862, mais les documents que nous venons de recevoir ne concernent pas uniquement le domaine de l'éducation. Nous y retrouvons également des dossiers touchant à l'économie et à la politique. Il s'agit des archives historiques qui couvrent toute la période jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et qui sont riches de très nombreux documents sur la vie de l'institution scolaire de l'Alliance israélite universelle, mais plus largement de toute la vie juive au Maroc, dans les grandes villes comme dans les villages les plus reculés. Cette mine de documents est d'une grande importance. Elle est le fruit d'une convention de partenariat qui pose désormais les jalons d'une riche collaboration entre les deux parties. Objectif, donner une impulsion à la recherche académique sur le judaïsme. Je crois que les archives nationales et la direction de l'Alliance israélite universelle à Paris ont eu raison de conclure ce partenariat qui n'est que justice et légitime. Et il s'inscrit dans une dynamique aujourd'hui à la fois de connaissance, d'échange et de familiarisation de l'ensemble de notre pays, de la nation marocaine, avec son histoire plurielle. Archives du Maroc dispose de plusieurs prérogatives lorsqu'il s'agit de collecter des documents d'une telle importance. L'objectif est de permettre aux citoyens et surtout aux académiciens de revisiter plusieurs chapitres de l'histoire du royaume.
Très active au Maroc, l'Alliance israélite universelle avait créé sa première école à Tétouan avant de développer un réseau scolaire qui comptait 31 écoles à la veille de la Première Guerre mondiale. Jeudi 8 mars, c'est la journée internationale de la femme, une journée mondiale qui célèbre les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes. Elle marque également un appel à l'action pour accélérer la parité entre les sexes. C'est sur quoi a penché d'ailleurs le comité de parité et de veille de la SNRT. Lancée l'année dernière, la charte de la parité a fait l'objet aujourd'hui d'une réunion pour mettre en œuvre les recommandations de cette charte. Le reportage est signé Mounia Marouche. Les membres du comité de parité et de veille s'apprêtent à concrétiser les principes de la charte de parité hommes-femmes au sein de la SNRT. Ce nouvel acquis est le fruit d'un travail de longue haleine. Après l'adoption de la charte de parité, nous présentons un plan d'action conçu selon des indicateurs de l'UNESCO, notre partenaire stratégique dans ce workshop. L'UNESCO participe à cette initiative avec plaisir, dont les objectifs qui sont les nôtres, qui se croisent, à savoir de promouvoir l'information et la communication et des médias pluriels, mais aussi, bien sûr, l'égalité genre. Promouvoir la culture de l'égalité et surtout la mettre en œuvre dans les différentes stations de radio et chaînes de télévision de la SNRT n'est pas facile. Je voudrais saisir cette occasion qui coïncide avec la fête du 8 mars pour rendre tout d'abord un hommage à mes consoeurs journalistes femmes de la radio-télévision marocaine, pour louer l'effort important et la mobilisation continue qu'elles font pour sensibiliser et informer sur toutes les questions qui concernent la promotion de la femme. La journée est consacrée à tirer une méthodologie pour réaliser les objectifs fixés par le plan d'action, et ce en vue d'une parité dans les contenus et au sein de la SNRT. Selon des chiffres de 2015, le personnel actuel de la SNRT se compose de 2338 salariés, dont 689 sont des femmes, soit un taux près de 30% largement supérieur à la moyenne des entreprises et des administrations publiques. Et elles exercent également dans le domaine de l'entrepreneuriat. Elles ont créé leur propre entreprise grâce à des idées innovantes telles que ces produits dérivés de feuilles de palmier. Le reportage est signé Imen Sliaoui sur un commentaire de Zakaria Mokenbil. Passionné par l'innovation, Ikram Kchimet se lance dans l'aventure entrepreneuriale. Cette étudiante ingénieure à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II a créé sa propre société de produits dérivés de feuilles de palmier. Grâce au soutien d'un incubateur d'entreprise, elle réussit à concrétiser son rêve. Un début prometteur pour ce projet écologique. C'est un projet de valorisation des sous-produits de palmier dati. À partir ديال دوك الوراق ديال النخل اللي كيبقاو après l'opération ديال la taille que font les agriculteurs, on récupère donc les palmes ou à partir des palmes et plus exactement la fibre ديال le palme. Après l'obtention d'un master en énergie renouvelable, Hanan Rifa'i décide de mettre en place son entreprise. Depuis 2015, elle travaille dans la vente d'aliments de bétail aux agriculteurs. Quant à Nawal Hallaoui, elle produit un nouveau type de cuir à base de restes de poissons afin de l'utiliser dans le textile. En plus de vendre des aliments de bétail aux agriculteurs, nous avons initié un réseau constitué de nos clients. Le but est de leur proposer de vendre leurs moutons à d'autres acheteurs afin d'améliorer leurs revenus. J'ai créé une entreprise de fabrication du cuir à partir des restes de poissons. Ces produits sont utilisés dans la maroquinerie, la confection de chaussures et l'habillement. Les chaussures, les accessoires ou l'habillement. Ces trois jeunes entrepreneurs ont réussi à initier des projets grâce au Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social. Des exemples de réussite. Elles continuent à innover pour relever de nouveaux défis. Portrait de femme, toujours l'une de ses plus grandes passions, c'est la lecture, mais aussi l'architecture. Elle est banquière et dirige une filiale d'un grand groupe bancaire marocain. Il s'agit de Samira Khamlichi, très active également dans le social. Sarah Katir nous dresse son portrait. في
Titulaire d'un DESS, banque et finance, et d'une maîtrise option gestion des entreprises, Samira Khamlichi a été promu président-directeur général d'une société leader du transfert d'argent au Maroc. Dynamique et active, Samira Khamlichi a pu non seulement développer le produit de sa filiale, mais aussi exporter vers d'autres pays. Donc quelque part, c'est bien. Ça m'a permis de développer et de dire qu'aujourd'hui le Maghreb est capable d'exporter. Il est capable de s'exporter et d'exporter de très belles expériences parce qu'en fait on exporte nos expériences et de ces expériences, on s'installe dans d'autres pays pour faire Hwaïj Khourain et de pouvoir contribuer au développement de ces pays, de ces populations, comme on a pu le faire dans le Maghreb. Leader dans son domaine, Samira Khamlichi aime relever les challenges et comme elle le dit si bien et avec fierté, le travail ne lui fait jamais peur. Donc moi, en tant que dirigeante, ce qui m'a toujours challengée, c'est les défis, c'est relever les défis. En tant que Marocaine et en tant que femme, on dit toujours, c'est difficile pour la femme marocaine. Je dis oui, mais en même temps, je dis il faut que la femme marocaine soit dans cette logique de vouloir. En dépit de ses importantes missions professionnelles, Samira Khamlichi est une passionnée d'architecture et de lecture. Elle est également membre active de plusieurs associations humanitaires. Voilà, bonne fête mesdames, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez le plaisir d'ailleurs de retrouver demain Iman Ablou. Une excellente soirée et à bientôt.